Alerte drama, nouvelle démonstration de journalisme total de la part de l'équipe qui trompe tout son lectorat en prêtant des intentions à Novak Djokovic qu'il n'a pas eu, Medvedev au bout de sa life, Jérémy Chardy et Hugo Humbert qui s'arrêtent en quart de finale. C'est le programme explosif de votre nouveau digest de Tokyo. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit saké en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le drama autour de l'équipe versus Novak Djokovic. Encore une représentation qui tâche, on en avait déjà parlé pendant Wimbledon, la représentation chez l'équipe du champion qui est Novak Djokovic peut être quelquefois déficiente et on va regarder précisément ce qui s'est passé dans cette nouvelle affaire. Alors, on a eu un article qui a d'abord été publié sous cette version, j'ai réussi à la retrouver parce que sur internet, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, Novak Djokovic estime que la pression est un privilège concernant les forfaits de Simone Biles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, retenez bien ça, les forfaits de Simone Biles et ce qui s'est passé aussi avec Naomi Osaka, notamment sur la gestion de la pression. Donc, soyez attentifs, retenez précisément ce que je vais lire. Alors que la gymnaste américaine Simone Biles a décidé de déclarer forfait sur 2 épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo pour préserver sa santé mentale, Novak Djokovic a estimé ce mercredi que la pression était un privilège. Donc vous voyez, on oppose la gestion de la pression de Novak Djokovic à ce qui s'est passé par rapport à Simone Biles, et donc Novak Djokovic passe un peu pour un gros lourd, quelqu'un qui critique avec pas beaucoup d'empathie, pas beaucoup de cœur, ce qui s'est passé pour Simone Biles. En violet, la décision de la gymnaste américaine Simone Biles de se retirer du concours par équipe et du concours général aux Jeux Olympiques de Tokyo a mis en lumière les problèmes de santé mentale dont peuvent souffrir les athlètes de haut niveau, soumis à une énorme pression. Et en bleu, c'est ça le plus important, c'est la relecture selon l'équipe. Invité à réagir sur le sujet, le tennisman Novak Djokovic a estimé mercredi que la pression était un privilège, prenant à revers l'opinion générale. Ça c'est très très important. Donc typiquement en fait ici ce qui s'est passé c'est qu'on a un article de l'AFP et ensuite l'équipe l'a remodelé, a essayé de mettre du contexte autour sans vraiment saisir exactement ce que Novak Djokovic a dit, et simplement après, donc ce qui s'est passé c'est 10 heures après, on a une mise à jour et retenez bien les différences. Maintenant c'est plus par rapport à Simone Biles parce que en fait Novak Djokovic n'a pas du tout évoqué d'autres personnes, il parlait simplement de lui-même et on le voit. Donc Novak Djokovic estime que la pression est un privilège, point. Donc on n'a plus ces forfaits par rapport à Simone Biles, etc. Et ensuite donc en course pour le Grand Chelem doré, les 4 majeurs et le titre olympique, Novak Djokovic a estimé ce mercredi que la pression était un privilège. En vert, interrogé sur le poids des attentes qui pèsent sur ses épaules maintenant, donc on a complètement changé l'article. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a estimé mercredi que la pression était un privilège. Alors pourquoi cette histoire est très importante à mon sens? Parce qu'on voit encore qu'il y a une espèce de déformation de la réalité de la part de l'équipe. On l'a vu aussi de la part de José Morgado. Gilles Gross, je suis totalement d'accord avec son tweet, partagez les commentaires de Novak Djokovic concernant la pression sans préciser qu'il parlait de lui-même et non de Simone Biles n'est qu'un journalisme affreux. Il est évident comment ces commentaires seront pris. Donc si vous n'ajoutez pas de contexte, vous êtes délibérément trompeur. Et ce qui s'est passé avec l'équipe, c'est qu'ils ont rajouté un contexte totalement inventé. Et c'est ça le problème. C'est quand vous articulez quelque chose qui n'a pas été dit, vous surinterprétez, en fait vous mentez, voilà, vous trompez votre lectorat et c'est ce qui s'est passé dans cet article. Alors pourquoi c'est grave? Parce que vous le savez, quand vous publiez quelque chose sur internet, 90% de votre lectorat ou des personnes qui regardent vos vidéos, ça va être dans les premières heures de la publication de votre article ou de votre vidéo. Donc ici, même s'il y a une mise à jour, même si on a eu des excuses de la part de Quentin Moinet des heures et des heures après, c'est trop tard. Alors il dit, Quentin, à propos de la phrase « la pression est un privilège », Novak Djokovic ne réagissait pas au forfait de Simone Biles, mais uniquement aux attentes autour de son objectif de Grand Chelem doré. Pardon pour notre erreur. Mais l'erreur, elle devrait pas arriver. Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle ne devrait pas arriver. Quand vous êtes journaliste, quand vous avez une déontologie, vous devez vérifier, revérifier avant de publier. Par exemple, vraiment un exemple très lambda, mais par exemple hier, j'étais en train d'enregistrer ma vidéo et puis tout d'un coup j'ai un petit doute. Je me dis, attends, est-ce que c'est à la fin du 2e set ou est-ce que c'est à la fin du match? En plus j'ai regardé le match, mais je me suis tapé 15 minutes à aller retrouver la vidéo pour essayer de vérifier exactement ce qui s'était passé. Est-ce que Medvedev était sorti à la fin du 2e, à la fin du 3e? C'est totalement trivial, mais si vous avez une exigence, si vous avez un respect par rapport à vos auditeurs, par rapport à vos lecteurs, vous êtes obligé de vérifier et de revérifier avant de publier. Alors ok, certes, l'erreur est humaine, mais pas à ce niveau-là, pas à ce niveau de déformation, je trouve. Donc la question ici, c'est est-ce que c'est une erreur intentionnelle ou pas? Et là on peut se poser la question, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-moi tout. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur qui signifie quelque chose? Est-ce que c'est représentatif du traitement biaisé qu'a l'équipe par rapport à Novak Djokovic? Personnellement, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si c'est exprès, si c'est biaisé, si c'est la fatigue. On peut aussi avoir un petit peu de bienveillance et de mansuétude par rapport aux erreurs humaines, ça peut arriver, mais là quand même, je pense qu'avec cette petite série de choses par rapport à Novak Djokovic, ça commence à être un petit peu trop gros les gars. Dernière info côté réseau, c'est la suite de notre histoire par rapport au clash entre un journaliste chilien et Daniil Medvedev hier. Vous pouvez vous référer à la vidéo d'hier si vous avez raté un épisode. Donc on a
a des informations complémentaires désormais. L'équipe ROC, donc la Russie, va porter plainte auprès des organisateurs de Tokyo 2020 au sujet du journaliste chilien. Il a essayé pour la deuxième fois consécutive d'inciter au scandale à l'égard de notre équipe en posant encore et encore les mêmes questions et de la même manière. Et donc vous sentez ici, dans ce côté réseau, qu'on a un petit changement de paradigme, je trouve. Les journalistes arrêtent d'être tout puissants, on commence à avoir des sources d'informations différentes, diverses, variées, peut-être un peu plus complètes, peut-être un peu plus de déontologie aussi de la part de certains informateurs indépendants. Je précise quand même, c'est très important, il faut des journalistes, il faut des personnes, c'est leur métier, ils travaillent pour ça, ils essayent de représenter la réalité de la meilleure manière possible, mais on voit aussi que la course au buzz, la course au putaclic, parfois, ça fait vriller des têtes, ça fait changer les histoires, ça fait changer un peu la narration. C'est pas évident de bosser quotidiennement pour trouver de nouvelles histoires intéressantes à présenter à son lectorat, j'en sais quelque chose, d'ailleurs si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai glissé ça, vous avez vu ça? Allez, on enchaîne sur le coin tactique, hallucinant. Novak Djokovic ce matin face à Kei Nishikori, il l'a complètement démonté. Kei Nishikori qui a rage quit carrément à la fin du match, il en pouvait plus, il a limite abandonné sur le dernier jeu, un peu la manière de Benoît Paire et autres et consorts. Il a complètement dégoupillé et c'est normal, vous vous affrontez une machine de guerre absolument imbattable. On va revenir précisément sur 2 points essentiels. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Déjà, on a une chose impérative à noter, c'est que je pense que Novak Djokovic, maintenant, là, à 34 ans, il est arrivé à un niveau absolument ultime en termes de croisement, expérience et niveau de jeu. Il y a quasiment plus aucune faille dans son armure, dans son arsenal technique. Ici on le voit, alors il a copié-collé carrément le service de Roger Federer, c'est-à-dire 180 km/h, beaucoup de relâchement et on va trouver cette zone extérieure. Il commence quasiment tous ses jeux de cette façon et en fait ce coup ne serait pas aussi létal si il ne représentait pas aussi une menace sur le T. Et c'est ça aussi qui est absolument impossible à lire pour les adversaires, c'est qu'il peut tout faire. Il peut toucher toutes les zones, il est jamais vraiment flamboyant mais il est d'une solidité à toute épreuve sur tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire le revers, le coup droit, le service, la volée, le petit jeu. Il est absolument énorme ce joueur, il arrive à un stade là en 2021 où il y a quasiment aucun défaut, en plus il est habité mentalement, ce qui fait que il dégage vraiment une impression de alien suceur de cervelle. Et on pourrait se dire, le mec va être récupéré par la pression, à un moment donné, c'est obligé. Et non. Non, pas le mec, pas lui, pas Novak Djokovic. Ici donc, en plus, cette séquence qu'il fait subir à tout le monde, le service extérieur qu'au croisé, lui, gogo le gadgeto elastico, je vais te récupérer la balle ici, je te mets une mine là dans la diagonale, tu crois que t'as fait un service extraordinaire? Non, je te cloue au pilori. Nishikori, il peut rien faire, il s'est complètement fait abattre. C'était incroyable, il s'est fait démonter 6-2, 6-0 alors que le mec est en chaleur. Sur ce tournoi, il est dans de superbes dispositions, il est à domicile, et bien non, Novak Djokovic carnassier qui en veut encore et encore toujours plus pour Novak Djokovic, son Golden Slam là qui est en ligne de mire. En fait, vraiment, si on se pose tranquillement là sur les 30 dernières années, clairement en termes de domination, je vois Sampras qui a réussi à faire ça sur une période assez longue. Il y a Pique Federer 2004, 2005, 2006, 2007, et on a un petit peu aussi Nadal forcément sur terre battue qui a montré parfois, on se souvient à la finale 2008, cette écrasante domination, cette marge, ce sentiment de supériorité absolument extraordinaire. Alors profitez vraiment si vous aimez le tennis, profitez de Novak Djokovic en 2021, c'est une saison là qui va marquer l'histoire à mon sens. Alors il peut tout à fait perdre contre Zverev en demi-finale, mais voilà, il est dans un flow absolument ouf avec un croisement, je vous l'ai dit, XP plus absolument redoutable dans tous les compartiments du jeu. Donc pour aller taper Novak Djokovic avant l'US Open, ça va pas être de la tarte. Après il y aura peut-être une décompression, mais là pour l'instant c'est absolument sublime. Profitez-en, mangez-en. Un petit mot bien sûr dans ce coin tactique sur le match entre Hugo Humbert et Karen Khachanov. Alors Karen Khachanov qui se rappelle à notre bon souvenir, rappelez-vous en 2018 victoire à Moscou et surtout victoire sur le Master 1000 de Paris face à Novak Djokovic. Et là on a un petit peu retrouvé Khachanov sur ce printemps-été 2021. À Lyon c'était déjà pas mal, à Wimbledon il bat Korda sur un match absolument épique en 5-7, très bizarre le 5e set, et il arrive en quart de finale, il est pas loin de battre d'ailleurs, pas loin de sortir Denis Shapovalov, il mène 2-7-1, et puis là on l'a retrouvé dans des schémas très simples, très classiques. Parce que c'est ça aussi qui est très important sur un court de tennis, c'est d'identifier quelles sont tes forces, qui tu es en fait, qui suis-je, faut se poser la question. Karen Khachanov, il commence je pense à trouver, en tout cas il a retrouvé ses éléments naturels, c'est-à-dire un gros service, on envoie des briques et derrière on se pose, on ancre les appuis, regardez ici, et on peut aller chercher tout à fait le contre-pied, ce qu'il a fait dans cette séquence, ou aller long de ligne. Donc lui, Khachanov, c'est très simple, même si on a eu parfois sur les 2 dernières saisons des troubles mentaux, et bien là ici, il a réussi à vraiment les vaincre, je trouve, dans le 3e set, c'était très intéressant, très impressionnant ce qu'il a réussi à réaliser. Il convertit simplement une balle de break sur 11 dans tout le match, mais on sent qu'il se frustre pas. Et en fait, c'est même à mettre au crédit d'Humbert d'avoir réussi à le pousser au 3e set, parce qu'il a eu vraiment des difficultés, Humbert, au niveau physique. On va en parler d'ailleurs dans la prochaine palette. Car clairement, c'était le match de trop pour Hugo Humbert.
Humbert, on s'en est rendu compte assez vite, même s'il a toujours cette faculté électrique d'envoyer des sacoches en longue ligne, en coup droit, de faire des coups gagnants un peu dans toutes les positions. On en a parlé hier hein, pour Hugo Humbert, toujours cette belle attitude, mais il a manqué les petits pas, il a manqué une demi-seconde par-ci par-là, il a manqué de fraîcheur pour Hugo Humbert qui s'était beaucoup dépensé contre Kecmanovic et Tsitsipas. Ça reste quand même un tournoi magnifique, il a montré beaucoup de choses, il s'est complètement galvanisé. Moi j'ai beaucoup apprécié son tournoi et j'espère qu'on le reverra très vite à pareille fête. Il a dit d'ailleurs en conférence de presse hein, qu'il était très chaud, qu'il adorait le tennis et qu'il serait bouillantissime pour la tournée américaine. Un mot rapide pour terminer ce coin tactique, Daniil Medvedev qui sort. Et oui, c'était peut-être l'upset de la journée. On aura donc une demi-finale Carreno Busta, Karen Khachanov. On aura un de ces deux-là en finale contre soit Novak Djokovic, soit Alexander Zverev. Medvedev cuit à l'ancienne, cuit à l'étouffée par Carreno Busta qui a imposé dès le début du match des rallyes à droite, à gauche, au centre, encore à droite, la petite amortie. Il a parfaitement joué tactiquement ce match, en voyant aussi, en prenant compte les difficultés qu'a eu Medvedev sur son match précédent face à Fabio Fognini. Très belle clairvoyance donc de Carreno Busta qui a parfaitement su appréhender ce match-up face à Daniil Medvedev, a tissé sa toile aussi face à l'un des maîtres échiquiers de ce circuit. Alors c'est très bien ce qu'il a réussi à faire aussi pour Medvedev, je pense, c'était pas le bon match-up du tout. Quelqu'un qui est capable de faire le mur pendant 1h40, de lui renvoyer des balles encore et encore, je pense que c'était un petit peu trop pour Daniil. On le voit aussi, 20 winners simplement, 26 fautes directes, donc c'est pas un bon ratio, même si côté Carreno Busta c'est pas non plus incroyable, mais voilà, il y a eu dans l'ensemble une domination de Carreno Busta, et ça s'est surtout joué sur le physique. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, les demi-finales demain chez les hommes. Ça va être donc Novak Djokovic face à Alexander Zverev, 6-2 sur le head-to-head entre les deux hommes. Est-ce que Sacha va réussir à dégoupiller, à faire dégoupiller la machine serbe? J'ai du mal à y croire, on reste sur 5 victoires consécutives de la part du serbe, et de l'autre côté, donc on aura Carreno Busta face à Khachanov. Ici, je vais vous surprendre, je vais partir sur une victoire de Karen Khachanov, donc en finale, Novak Djokovic face à Karen Khachanov, c'est mon pronostic. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain donc pour débriefer ces demi-finales sublimes des JO de Tokyo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis buvez du saké avec modération.